Bonjour à toi, chers zappers, c'est Mickaël, bienvenue dans le monde fantastique des séries télé, du cinéma et de la musique. Avant de commencer, n'hésite pas à liker et t'abonner à la chaîne en cliquant sur s'abonner pour soutenir mon travail. Et surtout, pense à mettre le pouce en l'air sur YouTube. Merci. Pour ce 22e numéro de Zap, nous allons revenir sur l'histoire d'une banlieue d'apparence trompeuse. Il s'agit de Wisteria Lane et donc de la série culte Desperate Housewives. Alors, durant ce voyage, méfie-toi des pelouses et des sourires de façade. Garde en tête qu'à Wisteria Lane, le danger est derrière chaque porte close. Et ne zappe pas. Desperate Housewives est une série créée en 2004 par Mark Cherry, à qui l'on devra les séries suivantes Devious Meds et Why Women Kill. La série compte 8 saisons dispatchées en 180 épisodes. Pour ma part, numéro 1, l'idée même du concept de Desperate Housewives fut inspirée par la mère du réalisateur qui lui aurait dit en regardant le procès de Andrea Yates qu'elle comprenait qu'elle ait pu noyer ses 5 enfants car elle-même y avait déjà pensé lorsque Mark et sa sœur étaient enfants dans des moments où elle se sentait à bout. La série, lors de ses 2 premières saisons, rencontra un succès immense avec une moyenne de 24 millions de téléspectateurs qui se donnaient rendez-vous pour suivre les aventures de ces femmes désespérées. Ce qui la plaça au rang des séries révolutionnaires des années 2000, aux côtés de Lost ou encore Grey's Anatomy. Malgré son succès retentissant, la série a vu son audience s'éroder et a fini sa course avec une moyenne de 9 millions de téléspectateurs pour sa saison finale, soit quasiment 3 fois moins qu'à ses débuts. Pour ma part, numéro 2, la série est à ce jour celle qui a apporté à l'écran des personnages principaux féminins avec la plus longue longévité en termes d'épisodes, ici 180 épisodes, dépassant de peu l'ancienne détentrice de ce record, Charmed, avec 178 épisodes. La série a reçu plusieurs prix et nominations durant sa diffusion, dont celui de la meilleure série comique et de la meilleure actrice pour Terry Hatcher ou Eva Longoria. De manière plus générale, la série fut précurseur dans le traitement de certains sujets, tels que la place de la femme en tant que mère. En effet, à travers le personnage de Lynette Scavo, la série a montré qu'une mère ne pouvait pas toujours être parfaite et surtout épanouie dans le rôle de mère. Elle a également abordé le thème de la place de l'homme dans un couple en bouleversant les codes, notamment quand Tom reste à la maison pour s'occuper des enfants, bousculant ainsi les conventions qui ont tendance à attribuer ce rôle à la mère. Côté cast, on retrouve Terry Hatcher, qui campe le rôle de Susan Mayer Delfino. Il s'agit d'un personnage romantique et maladroit qui a souvent eu des difficultés à remplir son rôle de mère. Au fil du temps, elle est parvenue à atteindre une certaine stabilité dans sa vie. De manière générale, Susan Mayer est le personnage comique de la série, la Madame Pas de Chance. Dans la saison 8, Susan sera le personnage qui aura le plus de mal à vivre avec le secret, allant jusqu'à devoir exprimer son ressenti à travers la peinture. Le personnage de Susan devra faire face également à une rude épreuve dans cette saison qui sera à mon sens pas très bien traitée. Terry Hatcher, quant à elle, est mondialement connue pour son rôle mythique de Lois Lane dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Au cinéma, elle fut une James Bond girl, Paris Carver, aux côtés de Pierce Brosnan dans Demain ne meurt jamais. Plus récemment, tu as pu la voir dans la saison 2 de Supergirl, dans le rôle de la principale antagoniste, Rhea, la reine de Daxam. Pour ma part, numéro 3, sais-tu que pour le rôle de Susan Mayer avait été pressentie la délicieuse Calista Flockhart, Ali McBeal, et surtout Courtney Cox, Monica de Friends, et Heather Locklear, Amanda de Melrose Place. Ces deux dernières étaient sélectionnées par Mark Cherry avant Terry Hatcher. Mais les deux ayant décliné l'offre ont laissé leur place à Terry, et tant mieux pour nous. Pour jouer la flamboyante Brie Van de Kamp, nous retrouvons Marcia Cross. Brie au début est un personnage froid, maniaque et psychorigide. Au fil des saisons, elle va s'ouvrir au monde et se débarrasser de ses carcans. Dans la saison 8, Brie sera celle qui portera le groupe et fera bloc. Elle sera le pilier de ce groupe jusqu'à ce que délaissée et abandonnée par ses amis, elle tente de mettre fin à ses jours. Marcia est connue principalement pour son rôle de Kimberly Shaw, la psychopathe de Melrose Place. Mais elle a aussi tenu un rôle récurrent dans la série Quantico, où elle jouait le personnage de Claire Haas. Pour ma part, numéro 4, c'est Dana Delany, alias Catherine Meffer, qui était à la base retenue par Mark Cherry pour jouer le rôle de Brie Van de Kamp. Mais Delany, trouvant que le personnage de Brie était trop près de celui qu'elle jouait dans Pasadena, refusa. Eva Longoria prêtera ses traits à Gabrielle Solis. Il s'agit d'un personnage haut en couleur, égoïste et assez superficiel. Au fil du temps, on va découvrir qu'il s'agit aussi d'une carapace et que Gabrielle peut être émouvante et faire passer ses besoins après. Eva Longoria était connue avant Desperate pour son personnage de Isabella Bryan Williams dans la série Les Feux de l'amour. Elle a campé ce personnage durant 147 épisodes. Après Desperate Housewives, elle a joué dans plusieurs films et fait plusieurs apparitions dans des séries, mais rien d'aussi mémorable que Desperate. Enfin, elle remportera plusieurs prix pour son interprétation de Gabrielle Solis.
Dans la saison 8, son personnage s'occupera seul de ses deux filles quand Carlos sera en cure et elle ira jusqu'à travailler pour combler la perte d'argent de Carlos toujours. Enfin, voyant qu'à la fin Brie est sur la sellette, elle sera prête à porter les conséquences du crime en se dénonçant aux autorités. Lynette Scavo est jouée par Felicity Huffman. Il s'agit d'une femme plutôt carriériste qui ne trouve pas sa place ou du moins une forme d'épanouissement dans le rôle de mère au foyer. Elle peut sembler par moments un peu castratrice avec son mari Tom car Lynette est beaucoup dans le contrôle, mais c'est une femme dévouée et aimante envers ses proches. Dans la saison 8 de Desperate, Lynette a beaucoup de mal à marquer la rupture avec Tom, d'autant plus quand celui-ci présente sa nouvelle compagne. Concernant le secret, il semblerait que ce soit pour Lynette celle qui ait le moins de difficultés à porter tout ça. En tout cas, dans le traitement de son personnage, la saison 8 mettra surtout l'accent sur sa relation avec Tom et comment elle vivra son célibat, plutôt que sur le secret et ses conséquences sur elle. Lynette est jouée par Felicity Huffman, connue pour son rôle de transsexuelle dans le film Transamerica. Elle a d'ailleurs reçu le Golden Globe de la meilleure actrice pour ce rôle. Côté série, elle aura également un rôle important dans les 3 saisons de l'excellente série anthologique American Crime, ainsi que dans la poignante série Netflix Dans leur regard, inspirée du fait réel sur l'affaire de la joggeuse de Central Park en 1989. Pomme à part, numéro 5. Si Marc Cherry, pour créer la vie de famille de Brie, s'est inspiré de son adolescence, il faut savoir que pour Lynette, il s'est inspiré de son enfance. Pour compléter le tableau des femmes de Wisteria Lane dans la saison 8, on parlera bien sûr du personnage de Karen McCluskey, la voisine âgée et généreuse de Wisteria Lane. Elle est campée par Katherine Houston. Tu as pu la voir dans de nombreuses séries telles que Buffy, Charmed, X-Files ou encore Grey's Anatomy. Elle a reçu 2 Emmy Awards pour son rôle dans Desperate Housewives. Pomme à part, numéro 6, triste ironie du sort, le personnage de Karen McCluskey meurt d'un cancer dans l'épisode final de Desperate Housewives. 20 jours après l'arrêt du tournage de la série, elle sera également emportée par cette maladie contre laquelle elle se battait depuis 11 ans. Enfin, nous avons Renée Perry, jouée par Vanessa Williams. Son histoire d'amour avec Ben sera au cœur d'un événement marquant de la saison 8. Pomme à part, numéro 7, Vanessa Williams est chanteuse et a déjà sorti 4 albums pop. C'est elle qui chantera lors de la cérémonie d'enterrement d'un des personnages. Côté Desperate Housewives, nous avons Carlos Solis, campé par Ricardo Antonio Chavira, que tu as pu voir dans Piranhas 3D. Carlos, dans la saison 8, va sombrer dans l'alcool sous le poids du secret avant de voir sa carrière professionnelle et sa vie d'une autre façon. Il y a également Tom Scavo, qui est interprété par Doug Savant, très connu pour son rôle de Matt Fielding, un jeune homme gay dans la série à succès Melrose Place, dans lequel nous avons pu croiser Marcia Cross. Tom, dans la saison 8, est vraiment heureux avec Jane, mais avec les multiples tentatives de reconquête de Lynette, il finira par retomber dans ses bras et sauver son mariage. Enfin, pour finir ce tour d'horizon, nous avons James Danton, qui joue le rôle du plombier sexy et mari de Suzanne, Mike Delfino. Mike est un personnage discret, protecteur, loyal et gentil. Durant la saison 8, la gentillesse de Mike lui coûtera beaucoup. Alors, de quoi parle la saison 8 ? On reprend directement où on avait laissé les festivités à la fin de la saison 7. Alors, attention, à partir de maintenant, il va y avoir beaucoup de spoilers, donc si tu n'as pas vu la saison 8, je te conseille d'arrêter dès maintenant. Is this happening? Are we really doing this? Everyone stay focused. The hardest part is over now. All we have to do is fill this in. Oh my God. Someone is calling the dead guy. Home. See? He has a home. What do you want us to do? It's not too late. We could still go to the police. And send my husband back to prison? This time for murder? No, not necessarily. It was self-defense. He broke into your house. He threatened you. We could explain that. Yeah. And we can explain how we dumped him in a trunk, ate some cheesecake, and buried him in the woods. We are going to get caught. People always get caught. We can't do this. We're not criminals. We drive carpool. That's enough. This is a very bad man. He attacked our friend, and her husband protected her, and now we are going to protect them. That means we tell no one. Not the police. Not our families. No one. When we bury the body, we bury the secret forever.
Susan? Je disais donc que la saison 8 débute après que tous les invités soient partis de chez Gabriel. On voit que Lynette, Suzanne et Brie restent pour soi-disant tout ranger. Elles vont donc prendre le corps et partir enterrer le cadavre dans une forêt. Avant de recouvrir le corps, Brie va demander qu'elle fasse le serment de ne jamais parler de cette histoire à personne. Suzanne et Lynette vont prêter serment à contre-cœur. Une ellipse apparaît et on retrouve nos 4 héroïnes qui essaient de reprendre une vie normale. Brie est celle qui s'en sort le mieux, bien que son mari policier Chuck Vance ait de gros soupçons. En effet, il trouve les filles plutôt distantes avec lui. Suzanne de son côté n'a pas l'esprit tranquille et aimerait pouvoir en parler à quelqu'un. Mais elle ne peut pas car cela ferait de la personne informée un éventuel suspect. Du coup, elle se réfugie dans l'art jusqu'à peindre une pièce à conviction. Lynette est très préoccupée par son divorce en vue et tente tout pour reconquérir Tom. Le secret sur elle ne semble pas avoir beaucoup d'impact. Et Gabi doit faire face à ses responsabilités lorsque Carlos devient alcoolique et qu'elle doit porter la charge de sa famille sur ses épaules. Les rôles sont inversés. Parallèlement à cela, l'enquête avance et les Housewives devront faire face à un ami du passé qui ne sera pas là pour les aider, jusqu'au départ final de Wisteria Lane à Fairview. Pour ma part, numéro 8, Wisteria Lane s'appelle en vérité Colonial Street. Il s'agit d'une banlieue chic fictive existant dans les studios d'Universal Studios. Pour exemple, la maison de Suzanne apparaît dans Deep Impact et celle des Young a servi à un épisode de Malcolm. Alors, pourquoi on ne zappe pas la saison 8 de Desperate Housewives ? Premier point, c'est pour l'histoire. En effet, la saison 7 s'arrête sur un gros cliffhanger. Les filles se retrouvent avec un corps sur les bras. Elles vont devoir donc le cacher, si elles choisissent de garder le secret, et elles vont devoir surtout vivre avec ce secret. Ce qui rappelle, en gros, la saison 1 avec Mary-Alice Young qui doit vivre avec le secret du meurtre qu'elle a commis. Du coup, cette saison 8 est pleine de promesses et s'annonce quand même assez sombre et assez difficile pour les filles. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder la saison 8. Deuxième point, car Desperate Housewives est une série culte. Desperate Housewives, à sa sortie, était un vrai phénomène de société, comme pouvait être Lost. Ce sont à mon sens les deux séries emblématiques des années 2000. Desperate Housewives a révolutionné l'image de la femme. En effet, fini la femme gentille qui reste à la maison. Maintenant, on nous montre des femmes fortes, indépendantes, carriéristes pour certaines, avec du caractère qui n'hésitent pas à s'affranchir du statut de femme soumise. De plus, la série était avant-gardiste en mettant les pieds dans le plat sur certains sujets et en critiquant de manière acide l'Amérique conservatrice. Donc rien que pour ça, elle vaut le coup d'œil. Et puis de manière générale, il faut se faire son avis soi-même, et bien que la fin soit décevante, elle reste relativement sympa à voir. Troisième point pour ces personnages. Avec Desperate Housewives, on a créé des liens avec chacune des Housewives. On a vu leurs travers, mais avant tout, on a vu des femmes attachantes et terriblement humaines. Les actrices jouant chacune de ces Desperate n'y sont pas pour rien, car elles ont su donner à leurs personnages une identité propre et créer avec le spectateur un sentiment de proximité. Aujourd'hui, je ne verrai aucune autre actrice remplacer l'une des 4. Leur empreinte est si forte que l'acteur est indissociable du personnage. Donc rien que pour ça, ça vaut le coup aussi de les accompagner jusqu'à la fin. Cela dit, Desperate Housewives m'a laissé un goût amer dans la bouche. Je pense que cela s'explique avant tout par le ton qui a été choisi par Marc Cherry. En effet, dans les 2 premières, voire 3e saisons, il y avait dans Desperate Housewives un mélange subtil et un équilibre assez fragile entre le drame et la comédie. En effet, souvenez-vous, dans la saison première, on retrouve quand même une junkie qui se fait découper par une femme qui veut garder le bébé qui ne lui appartient pas alors que celle-ci veut le récupérer une fois qu'elle est clean. Pareil, on assiste à la mort de Rex d'une manière assez tragique. Dans la saison 2, on suit également Brie qui laisse mourir George, qui se suicide sans lui porter secours malgré le fait qu'elle ait des raisons. On assiste aussi également dans la saison 1 à la mort de Mama Solis qui est couverte par Brie Van de Kamp. On assiste également au détournement de mineur de Gabriel sur son jardinier. Donc du coup, tout ça, la comédie est présente, mais le drame est quand même beaucoup plus ancré dans la série. C'est beaucoup plus noir. Et même dans la saison 2, le fil rouge aussi parle quand même d'un garçon qui tue une jeune fille et qui fait porter le chapeau à son frère handicapé mental. Donc du coup, ça reste quand même assez sombre. Et à la fin, petit à petit, en fait, on va s'éloigner de ça. Notamment avec la saison 3. Dans la saison 3, il va y avoir l'épisode de la prise d'otage, qui est l'épisode choc de cette saison. Dans cette saison, en fait, il va y avoir un événement marquant qui va générer en fait la mort d'un personnage. Et donc du coup, après, Desperate Housewives va intégrer cet épisode choc dans chacune des saisons, un peu comme l'a fait Grey's Anatomy. Cela va avoir un impact à mon sens sur Desperate Housewives, puisque la dramaturgie se situera plus sur cet épisode, sera plus concentrée sur cet épisode, plutôt que d'être diluée sur l'ensemble de la saison.
Et donc du coup, Desperate Housewives va perdre un petit peu de son intérêt. Moi pour ma part, les saisons 4, 5, 6 et 7, je n'ai pas de souvenirs marquants, hormis justement cet épisode final de saison 7 où les filles sont vraiment dans une situation très délicate. Donc du coup, ce changement de ton est pour moi ce qui va causer la perte de Desperate Housewives et qui va aussi baisser les attentes. Et cela va être d'autant plus flagrant que pour moi, la saison 8 est intéressante dans sa première partie jusqu'au moment où il y a un point de détachement avec Brie. Et là, on se dit que Brie est vraiment en danger au moment où elle s'enferme dans cette chambre d'hôtel. Et quand on arrive à l'épisode suivant et qu'on voit que Brie, en fait, ne meurt pas, je me dis qu'il ne se passera rien de grave pour les Housewives et qu'elles s'en sortiront. Et là, du coup, c'est pas bon. Parce qu'une série se doit en fait surtout comme Desperate Housewives, se doit de tenir sa promesse jusqu'au bout. Et en effet, j'aurais pas tort, puisque à la fin de la série, il va y avoir une pirouette scénaristique quand même assez grotesque qui va faire que les filles vont s'en sortir. Donc cette saison 8 me décevra quand même énormément. Et le changement de ton d'ailleurs peut s'appliquer aux autres séries d'ailleurs, aux autres finales de séries que je n'aime pas, comme celui de Dexter, comme celui de Game of Thrones, comme celui de Damages. Je m'explique. Dexter, c'est pareil, avait une véritable dramaturgie, une véritable essence, surtout à sa saison 4. Et donc à la fin de la saison 7, ça se finit pareil, sur un espèce de cliffhanger énorme. Et donc ça promet une saison 8 absolument terrible, parce que les personnages sont dans une situation très difficile, comme dans les Desperate Housewives. Et puis au final, c'est pareil, ça va se conclure avec des événements complètement what the fuck, avec des situations sorties de nulle part. Et du coup, la fin de Dexter sera même une des fins les plus conspuées du petit écran. Game of Thrones, dans une certaine mesure aussi, pareil, va trahir sa mythologie, que ce soit avec ce qu'il aura instauré avec les marcheurs blancs, avec la vision du monde de Daenerys, ou encore avec les enjeux du combat Daenerys-Cersei, les enjeux moraux. Tout ça, ça va être balayé aussi dans Game of Thrones, et ça va être aussi une des raisons pour lesquelles la saison 8 sera également très conspuée par ses fans. Et pour Damages, on rejoindra aussi le même principe, Damages ayant une particularité différente, c'est que Damages, en fait, on commence chaque saison par la fin, par quelque chose de très marquant, et donc du coup on remonte le fil pour voir ce qui nous a emmené à cet événement. Et Damages, c'est pareil, ne va pas tenir ses promesses, car dès le premier épisode, on nous montre quelque chose de très important, et au final, à la fin, on va carrément se jouer de nous, parce que ça va vraiment être une grosse farce. Et donc du coup, ces 4 séries, du fait qu'elles n'aient pas suivi le ton qui faisait l'essence et leur succès, je pense, et du coup, ça fait que ce sont des fins de série plutôt ratées. Quand on voit les séries finales qui sont pour moi réussies, je pense en premier lieu à Breaking Bad, qui est une série que j'aime beaucoup et qui a su rester constante sur toute sa durée et qui a su respecter en fait ses personnages. Quand je vois Six Feet Under, même, qui est une série que j'aime pas forcément spécialement, mais le final est plutôt marquant et plutôt, il y a une certaine poésie, il y a vraiment quelque chose qui se dégage de ce final, qui reste très lié avec toute l'essence de la série, ou encore après Buffy, qui par contre là est une série que j'adore énormément. On constate que là c'est pareil, en fait les séries sont restées fidèles à ce qu'elles étaient depuis le début. Elles n'ont pas trahi en fait leur essence. Alors certes après ces trahisons ont plus ou moins des raisons. Pour Dexter il s'agira en fait que Showtime ait refusé en fait que Dexter soit enfermé. Il voulait que Dexter reste vivant à la fin. Donc du coup les showrunners n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient. Pour Game of Thrones, c'était l'inverse. Là, du coup, c'est HBO qui souhaitait en fait que Game of Thrones continue, mais les showrunners qui écrivaient la série ont décidé finalement d'arrêter parce qu'ils en avaient marre, et puis ils avaient d'autres projets ailleurs, donc du coup, ils ont un petit peu bâclé tout ça. Et puis, Damages, du coup, je ne sais pas trop ce qui a fait le truc, mais en tout cas, une chose est claire, c'est que le spectateur a quand même été lésé à la fin, quoi. Dans Desperate Housewives, c'est pareil, je pense que ça peut s'expliquer du fait que Marc Cherry n'a pas eu la pression, il a vraiment décidé lui d'arrêter sa série quand il voulait arrêter alors que la série était encore sous une bonne forme. Après je pense que Marc Cherry s'est perdu en voulant essayer de garder un côté humoristique trop prononcé. Je pense qu'au fil du temps, l'humour a pris la place sur la dramaturgie qui faisait Desperate Housewives et qui faisait que du coup les Desperate étaient attachantes. Du coup, c'est vrai que quand on les suivait après dans les épisodes des autres saisons, on pouvait se sentir en symbiose avec ce qu'elles pouvaient ressentir, mais il n'y avait pas vraiment d'enjeu. On ne les sentait plus en danger, comme c'était le cas
quand Brie a couvert son fils Andrew, comme c'était le cas avec Gabriel qui à un moment fait quand même un détournement de mineur et la mère du jardinier quand même l'apprend, on se dit qu'à un moment ça peut quand même basculer. Et en fait, jamais. Jamais. Et ça, je pense que ça va vraiment venir de cette... du fait d'avoir laissé l'humour prendre le pas sur la dramaturgie de la série. En conclusion, je te conseille vivement de regarder la fin de Desperate Housewives, car c'est une série mythique qu'on a pris plaisir à suivre et donc s'arrêter en cours de route serait dommage. Car il faut bien l'avouer, ne pas dire au revoir aux héroïnes si près de la fin serait un véritable gâchis. En revanche, je te conseille fortement de ne pas avoir d'attente envers la série, car il se peut que tu sois déçu. Du fait de ce que je disais, du fait qu'il n'y ait plus vraiment de dramaturgie, les enjeux sont donc plus ou moins limités et l'intérêt rend le tout assez oubliable. Le numéro 22 de Zap touche à sa fin, n'oublie pas de liker et partager si tu as aimé mon travail, sinon un cataclysme s'abattra sur toi. En attendant de te retrouver, prends soin de toi et ne désespère pas, on se reverra très vite. Bye! Name a place, begin a little town. There will be a street or two where something's going down. Well, the mood, it's cheerier but eerier, and something like Wisteria Lane. People smile, but everyone's on guard. More than just the grass is greener in the neighbor's yard. Rich or poor, or dreary or superior, it's more or less Wisteria Lane. All those secrets no one ever knows. Tell one secret, watch it as it grows. Name a place, begin a little road. You may call it Maple Street or Main. Call it what you will, it's Wisteria Lane.